Merci, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères municipales, chers amis. Ça me fait plaisir de venir ici aujourd'hui. Comme je disais à quelques-uns à la pause, on te demande de faire une conférence, tu fais ton PowerPoint dans ton bureau, tu es plutôt fermé, tu te dis, bon, ils veulent que je parle d'Angus. Puis là, tu arrives ici, puis là, tu entends les propos, puis tu te dis, waf, ma conférence n'est pas tout à fait en ligne avec ce qu'on devrait dire. Alors, je vais la modifier on the spot. Fait que soyez indulgents si vous trouvez que c'est un peu désordonné. Je vais pas suivre le PowerPoint textuellement parce que je pense qu'il y a quelques affaires qui seraient intéressantes d'échanger avec vous. La première chose, je voudrais féliciter la mairesse parce que je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir une consultation avec l'Office en amont. Ça fait 15 ans que moi, je dis qu'il faut faire les consultations en amont. C'est un des gros problèmes avec l'Office, c'est que les promoteurs, ils travaillent sur les projets, on discute avec les arrondissements, on discute avec la commission Vigée, etc., etc. Tu fais toute la négociation avec les pouvoirs publics, tu as fait toutes tes concessions comme promoteur, et là, tu arrives à la consultation, puis avec l'OCPM, c'est comme si tout le travail que tu avais fait, il tenait plus, là. On repart comme à zéro. Je pense que c'est fondamental qu'il y ait une consultation avec l'Office pour discuter des orientations pour qu'après, on sache dans quel game on va jouer. Alors, voilà. Comme je vous dis, je vais la modifier, ma présentation, mais je vais quand même parler d'où on est né. Ça va un petit peu faire des liens avec vous autres. Alors, ça, c'est les Shop Angus historiques. 12 000 travailleurs, 68 bâtiments, 100 hectares. OK, le total, c'est 100 hectares. Vous êtes à 67 hectares. Donc, on est quand même dans des grands terrains, là. 100 hectares, c'est 10 millions de pieds carrés. Donc, on est dans des grands terrains. Dans les années 70, le Canadien Pacifique ferme la moitié de son site, là, on les appelle les Shop Angus, ferme la moitié des Shop Angus et veut développer, il est propriétaire évidemment, puis vous allez voir dans mon propos, la question à qui appartient le terrain est fondamentale selon moi. Alors, CP est propriétaire du terrain et veut développer un immense centre d'achat style Galerie d'Anjou. Sur ce terrain-là, c'est 5 millions de pieds carrés, 50 hectares. Et vous connaissez tous et toutes Montréal. Montréal est bâti autour de rues commerciales qui sont les éléments structurants de nos quartiers. Et une galerie d'Anjou 2 en plein ici aurait démoli la rue Mont-Royal, la rue Masson puis la rue Ontario. Donc, il y a eu mobilisation des citoyens, des commerçants et des groupes communautaires. Et c'est une des premières fois, là on est dans les années 70, où tu as une alliance réelle entre les commerçants, le milieu d'affaires local et les groupes communautaires. Et ça a été un élément fondamental dans la réussite du projet. Parallèlement à cette lutte sur la question du commerce, on était aussi à Montréal en pleine crise du logement. Rappelez-vous, on avait démoli un quartier complet pour Radio-Canada. On est vraiment dans une crise du logement. Et donc, les citoyens, les résidents, les commerçants revendiquent du logement. Mais évidemment, un nombre important de logements sociaux. C'était une lutte digne des années 70, avec les méthodes des années 70. On occupe le terrain, la police vient, elle t'évacue. Là, c'est de la grande revendication. Mais l'alliance que je vous parle est fondamentale. C'est que là, il y a une cohésion dans le quartier. Le RCM, une administration progressiste, prend le pouvoir. Le Parti québécois de 76 prend le pouvoir. Ça change la donne. Et on crée une société mixte, Montréal-Québec, qui achète le terrain. Encore une fois, la propriété du terrain, à qui appartient le terrain. Donc, il y a une société mixte qui achète le terrain et qui décide que ça va être du logement. Donc, 40% de logements sociaux. Et le logement social, c'est des coopératives. Ça aussi, c'est très important dans la dynamique qui s'est créée. Le fait que ce soit une coopérative, il y avait le sentiment de propriété. Et un projet mixte, tellement mixte que quand vous vous promenez dans ce secteur-là, vous êtes incapable de différencier qu'est-ce qui est un logement privé d'un logement social. Alors, ça. Je vous raconte ça parce que c'est important pour la suite des choses. Ça a laissé dans l'imaginaire des gens de Rosemont que l'avenir des Shop Angus n'était pas juste aux propriétaires des titres.
que la communauté avait aussi un mot à dire dans le devenir. Non, pas seulement ça, c'est une victoire. De temps en temps, on a besoin de victoire. C'était une victoire. Tu avais le gros Canadien Pacifique avec l'administration municipale de Jean Drapeau qui était pour un centre d'achat, mobilisation et gain. Hein? Un gain important. Il reste encore 5 millions de pieds carrés. Le déclin d'Angus continue. Et en 91, c'est la fermeture complète des shops Angus. Ça, c'est la première page de la presse ce matin-là. La fermeture des shops se fait dans un contexte de désindustrialisation massive de Montréal. Autant dans le sud-ouest que dans l'est, autant ici qu'à l'extrémité de l'île, les usines ferment. Alors, moi, je vais surtout vous parler de l'Est, mais c'est les mêmes dynamiques qu'il y avait ici. Dans l'Est de Montréal, à tous les jours, au téléjournal, ce qu'on entend, c'est telle entreprise ferme, telle entreprise ferme, telle entreprise ferme, au point où nos quartiers, qui étaient des quartiers ouvriers, deviennent de plus en plus des quartiers où il y a des assistés sociaux, où il y a même de l'exclusion. C'est dans ce contexte-là que des shops Angus sont fermés. Et dans le fond, ce qui circulait, c'était « wow ». Même les shops Angus ne résiste pas à cette désindustrialisation. Alors, c'est dans ce contexte-là que les shops ferment. Bon, là, vous le voyez, c'est à la fermeture des shops, comment le terrain était. On est à une époque où il y a les CEDEC. Les CEDEC existent, puis c'est pas les CLD. C'est avant les CLD. Très utopique. On a créé les CEDEC. Les CEDEC se sont créés dans un contexte justement de désastre économique. Puis l'utopie était permise, d'autant plus qu'on n'avait pas d'argent. Fait que quand tu n'as pas d'argent, c'est facile d'être utopique. Et donc, rapidement, on s'est dit, il faut que ce terrain-là devienne une zone d'emploi, reste une zone d'emploi, parce que sinon, ils vont travailler où, notre monde? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on est autour de 20 % de chômage à ce moment-là dans le quartier, 20 % de chômage déclaré. Donc, c'est la même chose partout à Montréal, là. Hein? C'est un désastre économique et les économistes de la Banque nationale, puis partout, disent l'industriel, c'est fini, maintenant c'est le tertiaire moteur. À l'époque, on appelait ça comme ça. On ne parlait pas d'économie du savoir, on parlait du tertiaire moteur. Le tertiaire moteur, c'est les services financiers, etc. Il y avait peu de chances que le siège social de la Banque Royale déménage dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, nous, on se disait, il faut quand même garder des emplois et développer des emplois dans nos quartiers. Et la bataille est partie là-dessus. Je dis bataille parce que le Canadien Pacifique, lui, est arrivé avec un projet résidentiel. Résidentiel haut de gamme. On est sur le gouvernement des conservateurs à ce moment-là. Il n'y a plus aucun programme de logements sociaux. Alors, le CP arrive avec un projet de résidentiel haut de gamme. C'est vraiment magnifique. Il y avait des étangs, des petits poissons rouges, des fontaines. Ça fitait pas pantoute dans le cadre bâti du quartier. Et donc, il y a eu une bataille sur le zonage. Parce que CP, pour faire ses cabanes, avait besoin de passer de l'industriel à résidentiel. Donc, la première bataille s'est faite sur le zonage. Il y avait une opposition des gens du quartier autour de la CEDEC. Le fait d'avoir une organisation qui avait, même si elle avait peu de moyens, elle avait la légitimité de parler de développement économique. Okay? Elle avait cette légitimité-là. Fait qu'autour de la CEDEC, c'est coalisé le monde pour dire, c'est pas des cabanes qu'on veut, c'est des emplois. Même le GRT du coin, même le comité logement du coin, dont leur mission, c'est de ramasser tous les terrains possibles pour faire du logement social, disait, on a besoin d'emplois parce que le principal problème de nos locataires, c'est de payer leur loyer parce qu'ils n'ont pas de job. Okay? Alors, le débat s'est fait autour de ça. Puis, quand on est passé, on s'est dit, oui, OK, on va faire la bataille autour de ça, on va être un groupe de pression, d'influence, mais est-ce que ça va garantir qu'il va se passer quelque chose? Et c'est là qu'il y a eu un point de bascule à la CEDEC et dans Rosemont, où on s'est dit, on ne va pas juste revendiquer que le terrain reste à des fins d'emploi, mais on va le développer nous-mêmes. Et ça a été, je pense, un élément important pas un élément, ça a été l'élément important, où quand on s'est enfin retrouvé en discussion avec le propriétaire du terrain, ça a pris 2 ans avant qu'il retourne nos appels, on s'est retrouvé à négocier avec le CP.
Et on était très démagogue, je le dis parce qu'il n'y a pas de journalistes, on était très démagogue. Quand on allait, parce qu'il y avait des consultations, quand on allait dans les consultations, on disait aux gens qui étaient dans la salle, dans le fond, il y avait les élus en avant, mais on ne parlait pas vraiment aux élus, on parlait aux gens dans la salle en leur disant, mais voici la liste des entreprises qui veulent s'installer sur le site. C'était pas vrai, on n'avait aucune entreprise qui voulait s'installer sur le site, mais les gens dans la salle, ils étaient chômeurs. Okay? Qui préférait croire? Le gars qui vient leur expliquer qu'ils vont faire des cabanes à 450 000 en 92, des cabanes à 450 000, ou du monde qui sont issus du quartier qui disent, nous, on va faire des jobs. Fait que, la game, elle s'est jouée là-dedans. Hein? Évidemment, on avait des alliés à l'Hôtel de Ville. Quand je dis on parlait pas aux élus, là, je suis caricatural là-dessus. On avait des alliés à l'Hôtel de Ville. Mais en même temps, on était en 92, 93. C'est la première fois depuis 1929 que la valeur des maisons chute. La Ville de Montréal est propriétaire d'un parc immobilier important via SHDM, est en crise financière. Tu as une boîte comme CP, plus grand propriétaire foncier privé à Montréal, qui dit « Je vais faire des cabanes à 450 000 ». La Ville, elle prend la calculatrice et elle dit « Ouais, ça va me donner tant de taxes ». Tu as une gang de sciences humaines qui disent « Non, on va développer un parc d'entreprises, on va créer de l'emploi ». Vous comprenez que la Ville était un peu coincée quand même. Mais c'est la force de la mobilisation du milieu qui a forcé le Canadien Pacifique et qui a permis à la Ville d'être l'intermédiaire entre le Canadien Pacifique et la communauté pour trouver une entente. L'entente, c'était quoi? Ça a été séparation du terrain en deux. Une partie qui allait à CP pour faire ses cabanes et l'autre partie qui nous revenait. Évidemment, CP, il n'était pas question qu'ils nous donnent le terrain. La première fois que je les ai rencontrés, je leur ai fait un beau discours lyrique en disant « Ça fait 90 ans que vous exploitez le sang, l'eau des travailleurs de Rosemont. Il n'est que de juste un retour que vous nous cédiez le terrain pour $1. On l'a payé 10 millions. Fait que vous voyez que je suis un mauvais négociateur. Alors, ce qu'on a obtenu, c'est une option d'achat. Okay? C'est une option d'achat sur 10 ans qui nous permettait d'acquérir le terrain par parcelle à coût de 2 ans. Si on n'achetait pas une parcelle, on perdait l'option. Parce que la beauté du deal, c'était que c'est le propriétaire foncier qui payait les taxes foncières. Il nous l'aurait cédé pour $1. Un an après, quand on aurait reçu le compte de taxes, on n'aurait pas su comment le payer. Alors, c'était une option d'achat sur 10 ans. CP était persuadé qu'après le premier 2 ans, on ne serait pas capable d'acheter notre première parcelle de terrain. Il aurait joué le jeu du bon citoyen corporatif. Il aurait commencé son développement de ses cabanes sur son terrain. Puis là, il aurait repris l'option comme ça. La seule chose, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. On a acheté la parcelle de terrain. On pourra y revenir plus tard ou dans des questions, etc. Donc, mobilisation des citoyens et création d'une OBNL. La SEDEC crée une OBNL, la Société de développement Angus, et lui confie le mandat d'acquérir et de développer le site. Bon, là, c'est là que je vous dis que je vais vous sortir du PowerPoint, là, à un moment donné. Ça, c'est le LocoShop Angus, premier bâtiment industriel écologique au Canada. C'est à partir de là qu'on a commencé le développement du site. Vous allez tous me dire, mais comment vous avez fait? On a emprunté 3 millions au gouvernement du Québec et 3 millions au gouvernement du Canada. Et ça aussi, ça a été un élément bien important. On n'a pas été demander des subventions. On est allé demander des prêts. Et le jour où on s'est retrouvé avec Investissement Québec et avec Développement économique Canada à demander un prêt, oups, on tombait dans un volet business et non pas dans le volet social, on demande des subventions, etc. Alors, c'est un peu comme... Pas un peu, c'est comme ça qu'on a parti le projet. Je fais une parenthèse pour régler la question. On a obtenu au fil des ans 32 millions de dollars de prêts du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Puis on a remboursé les derniers 10 millions il y a 3 semaines. On a remboursé le 32 millions. Donc, le rôle de l'État accompagnateur est pour moi fondamental dans des projets comme ça. On ne demande pas à l'État de faire les choses. On demande à l'État d'accompagner les projets d'une façon très business. On n'a pas demandé 32 millions de subventions, on a demandé 32 millions de prêts. Il y avait des intérêts avec Investissement Québec, mais on n'était pas obligé de rembourser le mois suivant que tu fais le prêt. Quand tu empruntes à la banque, le mois suivant, tu es obligé de rembourser. Et là, le rôle de l'État accompagnateur est fondamental. Et si nous, on avait... c'était vraiment quelque chose de fondamental à Angus d'être capable de rembourser le prêt
pour démontrer que ça pouvait fonctionner, l'État accompagnateur. Si on avait dit à l'État, bon, le dernier 10 millions, là, oublie-le, mais ce qui serait sorti dans les journaux, c'est l'État a subventionné Angus. Okay? Alors, c'était fondamental qu'on réussisse à rembourser les prêts. Là, je saute, ça, c'est des projets, le Carrefour de l'économie sociale, l'Ordre des infirmières, là, je les saute, ça. Le phare, bon, c'est un projet coup de cœur qu'on a eu sur Angus. C'est une maison de répit pour enfants atteints de maladies à issue fatale. Des enfants qui vont mourir avant 20 ans, qui ont besoin des soins constants. On leur a donné le terrain pour qu'ils s'installent chez nous. Ça, c'est un projet coup de cœur. Voilà. C'est là où je sors vraiment de mon PowerPoint, là. Nous, on n'est pas parti en se disant on va faire un écoquartier. On n'est pas parti de ça. Puis quelqu'un dira un jour si on fait vraiment un écoquartier ou pas, là. Nous, on est parti en disant, il faut revitaliser ce secteur-là. Il faut que la revitalisation serve le quartier. Et c'est un peu comique, là, parce que hier, pour préparer la présentation, je prenais mes anciens plans d'aménagement. On a fait un plan d'aménagement en 96 avec une étude qui s'appelait Critères d'écologie urbaine. Donc, vous voyez que ça fait longtemps qu'on pensait à l'écologie. Puis, ce qui était marqué comme orientation, c'était développer un terrain Angus en parc d'entreprise, en environnement. Alors, dans ce temps-là, on était vraiment... quand je vous disais, on n'avait pas d'argent, donc l'utopie est possible. Nous, on pensait qu'on allait mettre uniquement des entreprises en environnement là-dessus, parce qu'on pensait que ça allait être écolo. Quand on s'est aperçu que tu peux être en environnement, mais avoir un processus polluant, parce que la machine que tu fais pour soi-disant dépolluer quelque chose, ton mode de fabrication est aussi polluant, tu t'aperçois que les choses sont fort complexes. Porteur de rayonnement économique et générateur d'emplois locaux. Ça, c'était toujours la création d'emplois. Offrir aux entreprises innovantes un lieu stratégique de localisation au cœur de Montréal. Ça, c'est en 96. Peut être un pôle de gouvernance locale qui repose sur un partenariat montréalais étendu et l'implication de la communauté de Rosemont-Petite-Patrie pour réaliser des projets structurants qui respectent les dimensions sociales et économiques du développement durable. Ça, c'est les orientations qu'on avait données pour faire le premier plan d'aménagement qui a coûté 25 000 $ en 96. Le dernier qu'on a fait, qui a coûté 1,2 million, 5 orientations, la création d'emplois, on est cohérent avec 96, l'intégration harmonieuse du site au quartier, au tissu urbain existant, la gestion écologique du cadre bâti et des infrastructures, l'appropriation du site par les gens du milieu, et la 5e, et là on voit la différence avec 96 où on n'avait pas d'argent, la rentabilité financière du projet. À partir du moment où tu deviens un acteur de développement et non pas juste un influenceur, il y a un instrument qui apparaît dans ton bureau qui est la calculatrice. C'est fondamental. Ron le sait. Et donc, quand j'écoutais tout à l'heure, Madame la mairesse parlait de la consultation là, en amont, je me disais, c'est formidable, si on avait eu ça, ça aurait été beaucoup plus facile. Puis elle parlait aussi de la réglementation. Bien, il faut que la réglementation se travaille aussi avec la calculatrice. Je vous donne un exemple sur Angus, puis je vais vous présenter une vidéo qui va expliquer ce qu'on fait. Nous autres, on avait décidé, Angus a pris un virage, puis on a décidé de passer d'un parc d'entreprise à un quartier complet. Puis dans le quartier Rosemont, un couple qui gagne 50 à 60 000 chacun, donc un revenu de ménage de 100 à 120 000, qui est le revenu moyen au Québec. Hein. Les gens au Québec ne font pas 150 000 par année de revenu moyen. Les gens font entre 50 et 70 000 $ de revenus par personne. Donc, un couple qui gagne 100, 120 000 de revenus est incapable d'acheter une première maison dans Rosemont. C'est fini, c'est pas possible. Alors, nous, on disait, on veut offrir une résidence pour ces gens-là dans le quartier. Donc, on a travaillé très, très fort parce que c'est difficile. Puis, c'est l'équipe de Ron qui travaille avec nous sur ce projet-là. Donc, on voulait faire de l'abordable. Puis, on voulait faire de l'abordable qui intéresse les familles et non pas de l'abordable qui n'intéresse pas les familles. Pourquoi je dis ça? Quand vous êtes dans le programme SHDM, il y a des critères de modestie. Ça s'appelle comme ça pour ne pas concurrencer le privé. Fait que vous faites 3 chambres à coucher, ce qui est bien pour les familles, mais vous leur offrez une seule salle de bain.
Vous n'avez pas le droit de faire une deuxième salle de bain. Okay? Vous n'avez pas le droit, même si ça rentre dans le prix. Fait que à Repentigny, tu vas avoir une maison 100 000 moins chère avec 3 salles de bain, dont une où il y a pratiquement une piscine dedans. Puis à Montréal, tu vas faire une seule salle de bain, puis tu dis aux gens, tu vas payer 100 000 de plus, mais tu vas avoir une seule salle de bain. Alors, on est sorti du programme SHDM, puis on s'est mis à travailler très, très fort pour arriver à avoir, nous autres, on voulait 20 de logements sociaux, 70 de logements abordables famille et un 10 ce qu'on appelle privé marché. Tout le monde parle de la densité, de la nécessité de la densité. Il faut densifier nos villes. C'est la seule façon de pouvoir se payer, etc. Tout le monde en parle. Dans tous les colloques, urbanistes, architectes, comme aujourd'hui ici, tout le monde parle de ça. Il y a juste une gang de personnes qui sont contre la densité, c'est les populations. Fait que quand on se retrouve en consultation, à chaque fois, les gens limitrophes à votre projet s'opposent à la densité. C'est systématique. Ron, tu l'as vu. J'ai un projet à Val-d'Or. Vous ne connaissez pas Val-d'Or, hein? C'est tout du un étage. OK? C'est tout du un étage. Tu as une rue principale, puis tu construis une maison. Bien, elle est au bout de la rue, puis la rue continue. Tu arrives là, tu dis, on va faire du 2 étages. C'est la révolution. OK? C'est la révolution. Alors, tout le monde parle de densité, mais on n'arrive pas à le faire passer auprès de la population. Alors, sur Angus, pour faire nos logements abordables, on avait besoin de 8 étages. Un ascenseur, c'est le même prix sur 6 étages que sur 8, mais quand tu arrives à le payer, ben, si tu as 8 étages qui le payent, il coûte moins cher par étage que 6. Donc, ton logement est moins cher, et ainsi de suite. Dans la foulée de la consultation, où là, tu as des citoyens qui viennent me dire que tu vas leur cacher le Mont-Royal. Ça, là, la vue du Mont-Royal, là, c'est un droit par la charte de l'ONU, probablement, qu'il faut que chaque président de Montréal voit le Mont-Royal. OK? Ça, c'est comme ça. Hop! On nous a copié 2 étages. 2 étages ont disparu. Fait que là, tu arrives, tu fais tes calculs. Hein? C'est ça, le règlement est passé, c'est 6 étages. Là, tu n'arrives pas à faire 70 de logements abordables. Mais voyons! Vous aviez dit à la consultation publique que vous faisiez 70 Ça veut dire que ce que vous avez dit à la consultation publique, vous avez menti? Ben non, je n'ai pas menti. Moi, j'ai fait mon projet sur 8 étages. Vous m'avez coupé 2 étages. Alors, tout ce que je dis, c'est que il y a ce débat-là à faire sur la densité si vous voulez réaliser un projet. Tantôt, je lisais les documents. Vous voulez du logement social, vous voulez du logement abordable, vous voulez un TOD, vous voulez qu'il soit écolo. La calculatrice, là, elle va être bien importante. OK? Elle va être bien importante. Nous, on réussit parce que, on est une OBNL. Puis moi, le discours, les méchants promoteurs, là, j'embarque pas là-dedans du tout. Il y a des méchants promoteurs ou des mauvais promoteurs, puis il y en a des très bons. Je pense qu'un promoteur, un développeur comme Prével fait des très beaux projets. C'est juste qu'ils sont dans une économie de marché, puis ils doivent... Tantôt, monsieur parlait du marché. C'est sûr que dans des projets comme ici à la Chinesse, comme nous autres à Angus il y a 20 ans, le marché n'était pas capable de le prendre. Je veux dire, la seule façon, ça aurait été de faire du haut de gamme. Alors, si on veut faire des projets comme celui que vous semblez vouloir faire à la Chinesse, la propriété du terrain est fondamentale. Je crois comprendre dans les propos qu'il va y avoir un PPU qui va se faire. Un PPU donne le droit à l'expropriation. Il ne faut pas avoir peur de ça. OK? Le PPU donne le droit à l'expropriation. Il faut collectiviser ce terrain-là si vous voulez faire ce que vous voulez faire. Si vous demandez à un promoteur privé de faire du logement abordable, de faire du logement social, de faire des équipements communautaires, de faire des parcs, de faire ci, de faire ça, de faire des maisons écolo, de faire ci, il n'y arrive pas financièrement. Il n'est pas capable de le faire financièrement. Fait que, nous, le logement social sur Angus, il est déficitaire. Chaque unité, l'argent que tu reçois pour chaque unité est en bas du coût que tu vas faire. Un promoteur normal, privé, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de réduire le coût. Fait qu'il fait le plus cheap possible. Puis le plus cheap possible, c'est ce que tu vois pas. C'est ce qui est en arrière du mur de gyps. Fait que, il essaye de baisser son coût. 2, il transfère le coût sur son logement privé. Il l'augmente, ce qui crée une sorte d'inflation artificielle sur les résidences à Montréal. Il l'augmente pour se récupérer. Nous, on fait de l'abordable. On n'arrive pas à se récupérer. Alors, vous voyez la difficulté, là. Donc, je crois que la municipalisation ou la communautarisation du terrain est essentielle. À vous de débattre la meilleure formule. Mais si c'est juste de tenter d'influencer un développeur, commencez déjà à vous dire qu'il y a plein d'affaires dans votre projet que vous allez être obligé d'éliminer parce que c'est pas
possible de faire dans une économie privée. Il me reste combien de temps? 10 minutes. OK. Je veux parler du transport. C'est fondamental, le transport. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Avez-vous remarqué que le REM, qui est un projet formidable, il passe uniquement dans les quartiers riches? Il ne passe pas dans les quartiers pauvres. Hein? Il ne passe pas dans les quartiers pauvres. L'Est de Montréal, il n'y a pas de REM. Hein? Le Sud-Ouest ici, il n'y a pas de REM. Mais il va passer à Kirkland, à Roxborough, à Baie-d'Urfé. Là, il va passer là. Nous, dans l'Est, on réclame maintenant le REM au lieu du tramway, puis j'y reviendrai. On a rencontré la Caisse de dépôt, puis la Caisse de dépôt nous dit le REM, bon, vous savez le REM, hein? Brossard, Centre-Ville, Outremont, Saint-Laurent, l'aéroport de Dorval. 5 stations de REM à Saint-Laurent. 5. Et la fameuse ligne Centre-Ville, Sainte-Anne-de-Bellevue. Bon, qui passe là dans Kirkland et compagnie. Quand on a rencontré la Caisse de dépôt, ils nous ont donné des études. Fait qu'on les a lues, c'est leurs études, c'est pas un groupe marxiste-léniniste qu'ils ont développé, c'est leurs études où ils prévoient 160 000 usagers du REM par jour sur la ligne. Quand on isole la ligne Centre-Ville, Sainte-Anne-de-Bellevue, 5 000. 5 000. Sur la 67, sur Saint-Michel, là, l'autobus, là, il y a plus de monde que ça qui passe dedans. Là, tu te dis, aïe, aïe, combien coûte la ligne Centre-Ville, Sainte-Anne-de-Bellevue pour 5 000 utilisateurs? Tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Là, tu poses la question à la caisse, elle dit, ah non, potentiel de développement économique. Les terrains le long de du REM-là vont être développés. Alors, les terrains, là où il n'y a pas le REM, comment ils vont se développer? Le REM, qui peut être un projet fabuleux, crée des iniquités territoriales par l'endroit où il ne passe pas. Hein? Le gouvernement du Québec demande à la Caisse d'étudier le REM vers Chambly puis vers Mirabel. Donc, Brossard relié, Chambly relié, Mirabel relié. Qui n'est pas relié? C'est les quartiers en difficulté. C'est les quartiers pauvres. C'est eux autres qui ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de logique complètement débile qui est de dire, ah oui, mais si on va dans les quartiers riches ont des autos. Donc, ils vont laisser leur auto pour prendre le REM. Donc, on va réduire les gaz à effet de serre. Dans les quartiers pauvres, ils n'ont pas d'auto. Fait qu'ils ne peuvent pas lâcher l'auto. Donc, on ne réduit pas les gaz à effet de serre. Ils prennent déjà le transport en commun. T'as beau leur dire que le transport en commun dans l'Est de Montréal, la Pointe-aux-Trembles, il passe une fois de temps en temps. Pour un étudiant, c'est plus vite aller à l'UQTR quand tu restes à Pointe-aux-Trembles qu'à l'Université de Montréal. OK? Alors, c'est ça. Donc, la nécessité d'avoir... Il y a 2 infrastructures sur rail qui vont être à Montréal. Il y a le métro, puis il va y avoir le REM. Il faut revendiquer, en tout cas, ça c'est mon avis, il faut revendiquer le REM dans nos territoires. Le tramway, c'est une 3e infrastructure. Okay? C'est une 3e infrastructure. Il va falloir développer une 3e infrastructure, développer des garages pour une 3e infrastructure, développer des pièces de rechange pour une 3e infrastructure avec des ruptures de charge. Dans l'Est, on nous dit qu'on va faire un tramway entre la Pointe-de-l'Île et le métro Radisson. Le métro Radisson, c'est pas un métro de transfert. Fait que tu prends le tramway à partir de Pointe-aux-Trembles, tu débarques à Radisson, là, il faut que tu transfères à Radisson. Si tu t'en vas à l'Université de Montréal, à Berry, tu transfères jusqu'à Jean-Talon. À Jean-Talon, tu retransfères jusqu'à l'Université de Montréal. C'est quoi ça? Quelqu'un qui vit à Brossard va aller à Dorval en 20 minutes. Je pense que les gens qui sont à Lachine ou à Pointe-aux-Trembles ont le même droit d'aller à Dorval. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur les moyens de transport, parce que si on veut attirer des résidents, si on veut attirer des entreprises, ben c'est les infrastructures. C'est fondamental. Je vais revenir sur les écoquartiers. Puis j'avais une question pour vous, puis je voulais aller au micro, mais la période de questions est après que je passe. Fait que là, j'ai le micro, je vais poser la question, puis vous répondrez. Avec Vivre en ville, il y a Christian Savard qui est ici. Je ne sais pas où il est, mais en tout cas, je l'ai vu. Il y a eu une mission qu'on a faite en Scandinavie pour aller visiter des écoquartiers. Après ça, nous, Angus, on est allé voir d'autres écoquartiers un peu partout. Et tous les écoquartiers qu'on a visités, puis ça ne veut pas dire qu'on les a
tous visité. Ceux qu'on a visités, c'était uniquement des quartiers résidentiels. OK? C'était pas des quartiers mixtes en termes de fonction. Ils peuvent être mixtes en termes de mixité sociale. Et encore là, j'ai vu qu'à Strasbourg, vous le faites. Mais en Scandinavie, quand on se promenait à Stockholm, à Copenhague, en tout cas, on les a toutes vues, on se promenait là, on avait l'impression d'être à Candiac. C'est plate Candiac. OK? Aucune vie. Aucune vie. OK? C'était, oui, des petites maisons écolos, des poubelles écolos, tout était écolo. Puis bon, le transport, toute comparaison entre l'Europe et chez nous sur le transport, ça vaut même pas la peine d'en parler. À Stockholm, le tramway passe aux 2 minutes, puis on te garantit une place assise. OK? On est loin de ça à Montréal. Mais des écoquartiers mixtes, milieu de vie réel, où tu as des emplois, des commerces, nous, on n'en a pas vu. OK? Je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Mais quand je vous écoutais tout à l'heure, j'avais l'impression aussi que c'était des quartiers résidentiels. En tout cas, à forte composante résidentielle. Ce qu'on essaye sur Angus, puis là, il faut que je passe la vidéo, fait que faut que j'arrête de parler. Il est là, la vidéo, puis là... nous, ce qu'on essaye de faire sur Angus, c'est un réel quartier. OK? C'est un réel quartier où tu peux travailler, vivre, envoyer ton enfant à l'école, aller à la clinique, etc., etc. Alors, ayez aussi cette réflexion-là par rapport à ça. Les questions que j'ai pour vous aussi, c'est à qui appartient le foncier dans vos écoquartiers et qui finance le développement? Vous me répondrez tout. Oui? Je peux répondre tout de suite parce que c'est fondamental. Exactement. Alors, bon, sur Strasbourg, tous les quartiers, c'est de la propriété publique ou alors c'est exproprié. Voilà. Sinon, c'est pas possible. C'est fondamental. C'est ça que je vous dis. Si vous voulez contrôler le développement, vous devez être dedans. Alors, voilà. Alors là, si je pèse là-dessus, normalement, je ne sais pas c'est lequel que je dois peser. Oui, je vais juste... J'ai juste à faire ça. On va cliquer dessus. Vas-y. Bah, je pense que ça y est. C'est un lien? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Le Technopôle Angus est un projet de revitalisation urbaine, un pôle d'emploi, un quartier écologique qui se développe au cœur de Montréal. Sur les terrains des anciennes shops Angus, depuis près de 20 ans, le redéveloppement... Oui. Oui, je pense que ça y est, là. Le Technopôle Angus est un projet de revitalisation urbaine, un pôle d'emploi, un quartier écologique qui se développe au cœur de Montréal. Sur les terrains des anciennes shops Angus, depuis près de 20 ans, le redéveloppement a permis de transformer 50% des terrains contaminés en lieux d'affaires et en milieux de vie, qui génèrent d'importantes retombées économiques et sociales. Aujourd'hui, le Technopôle Angus est une communauté d'affaires qui regroupe des entreprises de tous les secteurs, commerce, restauration, finance, technologie de l'information, santé, environnement, design, multimédia et économie sociale. C'est également un quartier animé qui accueille des événements rassembleurs et qui rallie la collectivité. Avec encore 1 million de pieds carrés à construire, c'est l'occasion unique de bâtir un nouveau quartier qui attire et retient des entreprises, maximise la qualité de vie de ses usagers et génère un impact positif sur l'environnement. Le premier écoquartier orienté sur l'emploi au Québec. L'équipe de co-création composée du promoteur, d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs, d'architectes paysagistes et d'un entrepreneur général a travaillé pendant plus d'1 an pour concevoir le plan de développement qui est actuellement mis en œuvre et qui fera d'Angus une référence mondiale en matière de développement durable. Du transfert de l'énergie entre bâtiments à la gestion écologique de la neige et de l'eau, en passant par la valorisation des déchets à même le site,
Chaque aspect du projet a été conçu en fonction de son utilité et de sa faisabilité. C'est un réel village urbain qui prend forme pour densifier le secteur et créer des ponts avec les quartiers environnants. Plus de 450 000 pieds carrés d'espaces bureaux seront construits pour accueillir 1500 nouveaux travailleurs. 300 unités d'habitation verront le jour. Le site sera traversé par une rue piétonne bordée par une vingtaine de commerces locaux qui viendront animer cette rue et les 4 places publiques. Choisir Angus, c'est participer à un projet visionnaire unique à Montréal. Technopole Angus, le quartier où travailler. Bon, j'imagine que j'ai plus de temps. Oui. J'aurais pu vous parler longtemps là, aussi du volet. Faire une petite conclusion. Il y a aussi Mme Vodanovic qui avait un petit mot en réponse, sans doute, à une des éléments que vous avez. On fait un dialogue, c'est le fun. Alors, je pense que je dois clarifier certaines choses parce qu'on parle de réglementation, de zonage. Et d'ailleurs, j'avais des discussions dans le corridor avec certains citoyens qui me posaient des questions. Ils se demandaient comment ça se fait. Il y a une partie de la Chinesse qui est en construction en ce moment. C'est là où il y avait l'usine Jenkins. Il faut savoir que le zonage pour tout le secteur a été changé en résidentiel mixte entre 2006 et 2008. C'est zoné très, très dense, mais sans vraiment faire de planification. Alors, le secteur de la Jenkins est parti. Il a été voté sous l'ancien conseil, le lotissement et tout, les étages, la densité. Et en ce moment, on est obligé de se conformer, sinon on serait illégal. Là. Alors, ça va être bâti selon l'ancienne réglementation. Le reste du site, il est avec nous à réfléchir et à penser. Il y a déjà un règlement de zonage dessus. Là. Il y a juste une partie qui reste commerciale, industrielle, mais le reste a été changé. Alors, c'est beaucoup plus complexe qu'ici parce que on n'a pas encore, nous, aucun terrain qui nous appartient dans la Chinesse. Zéro en ce moment. Il y a ce qu'on a, c'est le règlement de préemption qu'on utilise sur 2 grandes parties du site, surtout sur la Dominion Bridge. Alors ça, on aimerait en faire. Ça va être nos pôles civiques, les parcs et tout. Mais on n'a pas l'intention en ce moment, surtout dû à la contamination des sols. Ça va déjà être assez cher à acquérir et à décontaminer. On ne se lance pas pour l'instant à l'acquisition de grands terrains. Et ce qui fait que ça va être différent parce qu'on va travailler avec le promoteur, et moi j'y crois, c'est un défi qu'on se lance, je sais que c'est difficile. On lance le défi pour voir comment on peut le faire avec eux, autour d'une même table, parce qu'on se dit que eux aussi vont avoir un intérêt à bien faire les choses et travailler avec nous. Alors, moi j'y crois. Alors voilà, on va tenter notre chance. Et une autre chose, si le REM passe pas ici, je pense pas que, vous avez dit, il ne va pas au quartier pauvre. Ça, c'est pas vrai. Il ne va pas au quartier où c'est plus dur de développer parce que nos sols sont contaminés. Les sols qui valent le plus la peine de construire à Montréal, c'est ici. C'est le long de Turcot, c'est dans l'est de Montréal, où c'est des déserts et des contaminations de sol. C'est ça qu'il faut développer le plus rapidement possible. Aller développer les forêts là, dans Pierrefonds et à Saint-Anne-de-Bellevue, ça, c'est pas, pour moi, une priorité, mais le REM, c'est ça qui fait... C'est pas les riches qui s'en vont dans la verdure où c'est facile de construire. Voilà, c'était mon dossier. Alors, c'était la mise au point de Mme Vodanovic. Merci. Monsieur Iacarini, peut-être une conclusion. Oui. Juste dire au niveau de la décontamination des sols, tout à fait d'accord. Il y a des fonds qui ont été accordés, ils ne sont pas suffisants. Il faut mettre en place des gouvernances sur ces fonds-là aussi, en tout cas. Tout à fait. Il faut que je conclue. Juste vous dire, les labels, ça doit nous guider et pas nous bloquer. Je vous donne juste l'exemple de LEED. LEED a été formidable parce que ça a forcé les professionnels à restructurer leur façon de voir. Sauf qu'à un moment donné,
l'objectif n'est plus de faire un bâtiment écologique. L'objectif devient d'être lead. Okay? Et ça t'empêche de maintenir la réflexion. Moi, à un moment donné, sur un des projets, je voyais mon monde travailler, il cherchait des points. Okay? Parce que pour avoir le lead de tel niveau, il faut, on va mettre un abreuvoir, ça va donner un point. Puis là, tu réfléchis plus. Quand on a fait le plan, au début, les architectes sont arrivés avec la grille lead, là. Puis là, j'ai dit, non, je veux rien savoir de ça. Tassez-moi ça. On fait le meilleur projet au coût soutenable. Puis après, on verra quel lead on peut avoir. C'est bien tombé. On a pogné le lead platine. On a scoré. Mais moi, je pense qu'on a scoré parce qu'on a réfléchi, pas avec la grille, mais en dehors de la grille. Évidemment, le lead a fait en sorte que les professionnels se sont structurés autrement. Voilà. Pour le reste, écoute, il y a une période de questions. Il y a une autre partie après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Iaccarini.